Deuxième vidéo, toujours consacrée au cours sur le travail et la technique. C'est une vidéo où nous allons développer la première partie de notre développement sur donc ce chapitre. Alors c'est parti, grand 1, vous pouvez prendre la lecture. L'homme a besoin du travail et de la technique pour échapper à la nature. On va commencer par un premier paragraphe qui va nous parler de l'opposition technique et nature. L'homme ne peut se suffire de la nature. Ce que nous donne la nature est trop peu pour pouvoir survivre. Alors là, je voulais revenir sur, on va voir le mythe de Prométhée selon Platon, mais il y a un autre philosophe au XVIIIe siècle qui parle très très bien de ça, c'est David Hume. On avait déjà vu ensemble David Hume, philosophe qui s'inscrit dans la tradition empiriste, et ce philosophe David Hume nous dit dans un de ses textes, c'est quand même étonnant de voir que l'être humain est l'animal qui a le plus de besoins physiologiques, par exemple au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture, par exemple, on ne peut pas, nous, manger de la viande crue, ça nous rendrait malade. On est obligé de cuire nos aliments, donc il faut inventer une technique pour ça. Mais aussi, on a plein d'autres besoins. Par exemple, les animaux, pour se nettoyer, ils se lèchent comme ça. Nous, on a besoin d'autre chose que de nous lécher pour nous nettoyer. On a besoin de savon, parce que sinon, d'eau et de savon, parce que sinon, notre corps va commencer à pourrir, il va y avoir des maladies, des mycoses qui vont se développer. Bref, on est les animaux qui avons le plus de besoins physiologiques, mais on est en même temps les animaux qui ont le moins de ressources corporelles pour pouvoir les combler. Donc pas étonnant, dit David Hume, qu'on soit obligé de compenser notre faiblesse naturelle. On n'a pas de poils épais, par exemple, pour se prémunir du froid. On n'a pas de griffes acérées pour pouvoir attraper des proies, alors qu'on a besoin de protéines pour pouvoir manger. Et donc, cette espèce de déséquilibre entre nos besoins qui sont extrêmement développés et nos faibles ressources corporelles nous amène à développer notre cerveau pour inventer des techniques pour pallier ces insuffisances qui feraient que la race humaine s'éteindrait assez vite. Donc voilà pourquoi, effectivement, nous avons besoin du travail, nous avons besoin de la technique. Et plus ça va, plus nous nous créons nos propres besoins. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que l'hygiène, la nourriture, toutes ces choses-là avancent énormément et c'est difficile aujourd'hui de faire marche arrière. Si on devait par exemple dire à partir de demain, comme on abîme trop la nature, on va retourner vivre comme on vivait il y a 100 ans, c'est-à-dire qu'on va se laver à l'eau froide, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de véhicules pour se déplacer, on devra monter à cheval ou avoir des carrioles, ce serait extrêmement difficile. Donc plus ça va, plus l'être humain évolue, plus il devient dépendant de ces techniques, plus il devient dépendant de ses besoins. Je vous parle aussi de la dépendance psychologique, qui est celle par exemple au téléphone portable. Essayer d'aller quelque part, de donner rendez-vous à quelqu'un ou même de vous orienter dans une ville sans téléphone portable, oui c'est possible, évidemment que c'est possible puisqu'on le faisait avant le téléphone portable. Mais nous nous sommes créés des dépendances aux réseaux sociaux, au portable, à tout ce qui est en ressources dans nos téléphones. Donc ces besoins-là, en plus des besoins naturels, physiologiques, nous nous créons des besoins, nous nous créons des dépendances au fur et à mesure que la technique évolue. Alors, je vous renvoie également dans le cours au texte sur le mythe de Prométhée, que je vous ai envoyé en pièce jointe. Ce mythe de Prométhée, par Platon, nous raconte une histoire, encore une fois, un petit peu comme l'histoire mythologique d'Adam et Ève, sur la création des êtres humains. Et alors, je vous invite à faire pause, à lire le texte et à revenir après. Voilà, si c'est fait, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des similitudes entre cette mythologie grecque de la création de l'être humain et la mythologie judéo-chrétienne et islamique de la création de l'être humain à travers Adam et Ève. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une malédiction des dieux. Le frère Épiméthée qui va dérober le feu aux dieux pour pouvoir le donner aux hommes, parce que sinon, il n'aurait pas assez de ressources pour survivre, parce que le frangin a mal distribué les différentes qualités aux êtres humains alors qu'il en a donné aux autres animaux. Ça nous renvoie, encore une fois, à cette histoire selon laquelle, malheureusement, nous ne pourrions pas survivre, nous ne pourrions pas nous débrouiller sans technique, mais il y a une punition divine. C'est-à-dire que le travail est à la fois une bénédiction et à la fois une malédiction. Donc dans tous les textes fondateurs, évidemment, cette mythologie de Prométhée et Épiméthée n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire totalement inventée, mais ça nous en dit long sur le caractère, sur le comportement humain, qui a à la fois besoin, qui est dépendant du travail et de la technique, et qui en même temps voit ça un petit peu comme une malédiction envoyée par les dieux, ou voire même par nous-mêmes. L'homme doit donc, par son intelligence, créer ses propres conditions de vie. C'est ce qui est sous-entendu dans le texte du mythe de Prométhée.
Cela passe forcément par la transformation technique de la nature, et là je vous renvoie à une citation que vous pouvez noter et que vous pouvez retenir: l'homme peut se rendre comme maître et possesseur de la nature, selon Descartes. Je vous rappelle que René Descartes, on l'a déjà étudié, c'est un philosophe rationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit très fort en la raison humaine, et Descartes pense que nous pouvons finalement devenir les égaux de Dieu. Nous pouvons voisiner en quelque sorte avec Dieu grâce à notre maîtrise et notre connaissance totale, parfaite de l'ensemble de l'univers. Nous aimons nous créer des défis, nous aimons comprendre les choses, on aime bien savoir d'où on vient. Alors on va aller chercher très très loin dans la cosmologie pour aller chercher l'histoire du Big Bang, de la formation des planètes. On ne peut pas se passer de cette curiosité naturelle qui est en nous et qui nous pousse à développer des techniques de plus en plus grandes pour connaître et maîtriser la nature autour de nous, la Terre, mais aussi l'univers, les étoiles de leur entier. Et Descartes dit, c'est normal, c'est un peu une part divine qui est en nous, c'est une part de Dieu qui est en nous, et qui nous pousse à nous dépasser sans arrêt du point de vue de la raison, du point de vue de la technique, pour pouvoir connaître et maîtriser le monde autour de nous. Heidegger, philosophe allemand, on l'a un petit peu étudié aussi. Martin Heidegger, c'est un philosophe du début du XXe siècle. Alors, juste pour l'anecdote, mais j'ai déjà dû vous le raconter, aucune chance pour qu'il y ait un texte de Heidegger le jour du bac, puisque Heidegger est un philosophe qui est extrêmement controversé. Martin Heidegger a fait partie du parti nazi dans les années 30 pendant près de 3 ans, je crois, et Martin Heidegger, aujourd'hui, dans certains de ses écrits très fortement antisémites, est très décrié par les profs de philo en général, et donc Heidegger disparaît peu à peu des programmes scolaires, et c'est vrai que j'ai envie de dire c'est dommage, mais en même temps voilà, c'est un nazi, mais après c'est vrai qu'il s'est rendu compte un petit peu de son erreur, encore que ça aussi c'est sujet à polémique, parce qu'il paraît qu'après la guerre, il a continué à produire des écrits antisémites, mais c'est vrai que c'est un très grand philosophe malgré tout. Alors c'est un peu bancal de dire ça, hein. C'est un petit peu comme Roman Polanski, il faut distinguer l'homme, le violeur de l'artiste, enfin voilà, c'est très compliqué comme sujet. En tout cas, Heidegger, c'est quand même une référence puisque lui parle d'arraisonnement. La technique humaine, c'est un arraisonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un arraisonnement? C'est un terme qui vient de la piraterie. Les pirates, dans les temps jadis, pratiquaient l'arraisonnement. Arraisonner, c'est prendre son bateau et le lancer contre un autre bateau pour pouvoir l'attaquer et piller tout ce qu'il y a à bord. Eh bien, Heidegger dit c'est la même chose dans notre comportement vis-à-vis de la nature. Nous sommes en quelque sorte, nous les êtres humains, les pirates de la nature. On y va franchement, on lance le bateau à l'assaut de la nature, on pille tout ce qu'il y a à bord, on emmène tout avec nous et on laisse couler le bateau. Ça doit vous rappeler quand même une situation actuelle, la situation très préoccupante sur l'environnement. C'est vrai que nous sommes des pilleurs, nous sommes des pirates de la nature. Donc Heidegger, je trouve, a quand même raison de parler d'arraisonnement en parlant de notre rapport à la nature via la technique. Plus la technique évolue, plus elle puise dans la nature de quoi évoluer et nous faire évoluer, et plus elle constitue une agression, une violation pour la nature. Et Heidegger prend l'exemple de la différence entre le moulin à vent. Un moulin à vent, qu'est-ce que c'est? Au Moyen-Âge, vous aviez des moulins à vent un petit peu partout qui simplement profitaient de l'énergie produite par le vent pour moudre du grain. Aujourd'hui, pour les mêmes activités, on produit des barrages hydrauliques qui sont évidemment des catastrophes pour la nature et qui cherchent à détourner la nature de son cours normal. Donc on est toujours dans cet arraisonnement. On est passé des simples moulins à vent assez pacifiques à ces agressions vis-à-vis de la nature que sont les immenses barrages hydrauliques qu'on construit un petit peu partout dans le monde. Les inventions techniques de l'homme le poussent à surpasser les lois même de la nature. Vouloir raccourcir le temps et les durées, vouloir voler dans les airs, traverser les océans, habiter dans des zones inhabitables. Tout cela prouve que l'homme, par la technique, veut s'émanciper, c'est-à-dire se détacher des lois de la nature. Mais cela est-il réellement possible ? Je vous rappelle quand même que c'est un exemple historique, mais quand le Titanic est lancé en 1912, la publicité pour ce bateau immense, pour le plus grand et plus luxueux bateau du monde, c'est « même Dieu ne pourrait pas le couler ». C'est-à-dire que c'est un navire qui est réputé pour être insubmersible. Manque de bol, 3 jours après son lancement, il va percuter un iceberg. Et ce qui est intéressant, et vous pouvez le voir dans le film de James Cameron sur Titanic, je pense que tout le monde à peu près l'a vu, il y a un mot qui est le mot de l'architecte. Vous savez qu'une fois que le navire a percuté l'iceberg, le capitaine fait appel à l'architecte pour demander quelle est l'étendue des dégâts. Et l'architecte a cette phrase qui est véridique, qui a vraiment été dite dans la réalité. Le capitaine dit « mais on ne peut pas couler, le navire est insubmersible ». Et l'architecte du bateau lui répond « monsieur, il est fait d'acier, je vous garantis qu'il peut couler ». C'est-à-dire qu'on constate que l'homme a tellement d'arrogance vis-à-vis de la nature qu'il croit qu'il peut construire des navires qui ne peuvent pas couler, des grands bateaux en acier qui ne peuvent pas couler.
C'est quand même totalement schizophrène, c'est quand même totalement stupide d'affirmer ça. Et ça correspond à cette espèce de volonté de dépassement de la nature, d'arrogance totale vis-à-vis de la nature, qui est parfois punie. Alors je mets dans le cours donner des exemples d'œuvres où l'homme cherche à dominer la nature de façon technique et cela se retourne contre lui. On peut citer également un autre fait, quand la centrale de Fukushima est endommagée par un tsunami, l'homme, malheureusement, n'a plus qu'à s'incliner devant ces forces de la nature qui le dépassent totalement et qui ont fini par avoir raison de son arrogance totale vis-à-vis de la nature. Fukushima, c'est l'exemple même d'une arrogance, en quelque sorte, qui est punie par un fait de la nature contre lequel on ne peut strictement rien faire. Alors, il y a sans doute d'autres œuvres qui racontent ça, et je sais que vous adorez les mangas, il y a sans doute des exemples dans les mangas. Voilà, trouvez-les vous-même. Deuxième paragraphe, le travail et la technique comme production. L'homme crée des objets artificiels et essaye de les préserver car la production semble être ce à quoi nous sommes voués. L'être humain est une créature productrice. La main doit être prolongée par un outil qui à son tour débouchera sur un objet utilitaire. Le philosophe Henri Bergson propose d'ailleurs de rebaptiser l'Homo sapiens en Homo faber. Effectivement, vous le savez, notre espèce humaine s'appelle Homo sapiens, le genre savant. Mais Bergson, à travers son texte, et je vous invite à le lire puisque je vous l'ai mis en pièce jointe, il nous dit que l'intelligence n'est rien s'il n'y a pas une production au bout. Et l'être humain produit des outils de plus en plus perfectionnés. Et il le dit, des outils à faire des outils. Regardez ce qui se passe par exemple sur une chaîne de production de voitures. Les robots qui montent les voitures sont beaucoup plus perfectionnés que les voitures elles-mêmes. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on fabrique des outils qui ont une intelligence qui fait que, eh bien, ce robot va être plus évolué, plus technologiquement avancé que l'objet qu'il va produire. Et c'est de plus en plus le cas, et nous dit Bergson, ça prouve bien qu'il ne faudrait pas dire Homo sapiens, parce que l'intelligence c'est quelque chose qui est assez abstrait, mais Homo faber. Nous sommes le genre fabricant, et nous fabriquons, nous autres êtres humains, des outils évolutifs, de plus en plus perfectionnés, de plus en plus développés, qui nous permettent d'avoir une emprise de plus en plus grande sur nous-mêmes, sur le monde autour de nous, et sur ce que nous fabriquons et comment nous le fabriquons. Donc je vous invite à lire le texte de Bergson, Bergson qui est assez optimiste d'ailleurs à l'époque, on est au début du siècle, et Bergson dit finalement, quand on date les grandes époques de l'humanité, notamment à la préhistoire, on dit l'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge de la pierre taillée. On ne date pas l'être humain selon ses propres évolutions, mais selon l'évolution de ses différentes techniques, bronze, fer taillé, pierre taillée, etc. etc. Donc il est probable que dans quelques milliers d'années, s'il y a encore des êtres humains sur Terre, les hommes d'aujourd'hui, du 21e siècle, on les appellera, je sais pas, l'âge du nucléaire ou l'âge de l'informatique, l'âge du numérique. L'humain crée de l'humain par la technique et le travail. C'est en transformant le monde naturel autour de lui que l'homme se fabrique lui-même. À travers nos inventions, nos découvertes, nous faisons évoluer notre vie, notre propre corps et le lieu où nous vivons. Vous savez que notre corps évolue, alors assez peu, mais il évolue malgré tout selon nos techniques. Si on compare un homme d'aujourd'hui avec un homme du Moyen-Âge, on constate qu'au Moyen-Âge, on était beaucoup plus petit, on vivait beaucoup moins longtemps, on était beaucoup plus sujet aux maladies. Aujourd'hui, on est effectivement évolué, mais c'est la technique, notamment les techniques médicales qui nous ont permis, et les techniques d'hygiène qui nous ont permis de nous transformer quelque peu physiquement. Et puis on perd de plus en plus nos poils aussi. Jamais assez pour certains, ou plutôt certaines, mais enfin en tout cas, voilà, on est de plus en plus non poilus et dégarnis malheureusement. En fabriquant, nous faisons évoluer notre propre culture. Et là, je vous invite à lire le texte de Marx, page 239. Marx qui nous dit, page 239 du manuel, donc je vérifie si c'est bien ça, oui. Le texte de Marx nous dit « Seule la technique humaine transforme la nature en fonction de certains projets ». Ce que dit Marx dans ce texte, c'est qu'entre l'abeille la plus habile et l'ouvrier le plus maladroit, ce sera toujours l'ouvrier le plus maladroit qui surpassera l'abeille la plus habile, même si elle fait très très bien son boulot, la petite abeille. Eh bien, l'être humain, lui, a cette particularité d'avoir d'abord un projet en tête et de le réaliser ensuite. C'est-à-dire qu'il y a dans notre travail une partie abstraite et une partie concrète. Je vous renvoie notamment à la notion de technologie. Il faut étudier les technologies avant de pouvoir les utiliser, avant de pouvoir les mettre en œuvre. Voilà pour cette première partie du cours. On abordera la deuxième partie dans une prochaine vidéo. À très bientôt.